Bonjour à toutes tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer trois situations. Le comportement primaire, le protocole égalitaire inspiré de Marcel Mauss et la domination économique. Reprenons nos petites grappes de concepts, puis posons trois groupes d'actions. Viser, sélectionner, appréhender, prendre, capturer, saisir, assimiler, accumuler, posséder. En premier lieu, il faut imaginer notre espèce livrée à elle-même et dans un état de dénuement proche des chasseurs-cueilleurs. Par exemple, on retrouve cet état de choses chez les enfants lorsqu'un paquet de gâteaux se trouve à portée de main. Dans l'environnement domestique, l'enfant va clairement viser et sélectionner ce qui lui apporte le plus de satisfaction. Si l'enfant est déjà inhibé par le langage et les conduites morales, il passe par la demande et obtient ce qu'il veut ou non de la part de ses parents, puis assimile les gâteaux. Toutefois, dans le cas le plus courant, il vise, attrape le paquet et mange les gâteaux. Le principe est le même pour le chasseur-cueilleur dans un environnement naturel. Évidemment, la faim met les cinq sens en alerte. Les besoins primaires engagent le corps de l'individu et la pulsion prédatrice. Pour reprendre l'exemple de la pandémie Covid-19, à l'annonce du confinement, les gens se sont précipités dans les supermarchés et ont clairement visé, sélectionné et vidé les rayons contenant des pâtes et du riz, comme ceux des papiers toilettes par ailleurs. Alors ce dernier point illustrant bien entendu notre haut degré de civilisation. Revenons à notre chasseur-cueilleur qui va tenter de capturer sa proie. Pour ce faire, il va progressivement inventer des techniques de chasse, techniques qui vont se raffiner au cours du temps. L'accès au symbolique et au langage permettra de développer et d'amplifier les techniques de capture. Par ailleurs, le langage lui-même est une technique de capture. Si l'on reprend le cas de l'enfant, la demande qu'il formule auprès de ses parents est clairement un moyen d'accéder au paquet de gâteaux. Enfin, lorsque notre cueilleur-chasseur saisit sa proie ou cueille des fruits, soit il assimile, soit il accumule et conserve des aliments. Dans tous les cas, il possède autant qu'il domine sa proie ou sa collecte. Enfin, de l'assimilation, de l'accumulation, de la possession et de la domination découlent toutes les formes d'exploitation, d'oppression et de soumission. Nous retrouvons ce comportement primaire et originel à tous les niveaux de notre société. En tant que prédateurs d'exception, nous agissons toujours de la même manière avec la nature et les ressources naturelles. Donc, on sélectionne, on prend, on assimile ou possède du pétrole, du gaz, des défenses d'éléphants, des ailerons de requins, mais aussi, et suite à des déforestations, des territoires destinés à l'élevage parfois polluant, comme des territoires destinés à l'agriculture souvent phytosanitaire. Et le tout sans se poser de questions, et gratuitement. En revanche, la mise en œuvre des conditions de production a bel et bien un coût. Donc, et pour suivre la logique ternaire, le troisième mouvement concerne les dominants, ayant pour fin de se rendre maîtres et possesseurs de la nature. Nature qui, bien entendu, en tant que masse, est aussi incarnée par la plèbe. Alors, suite au comportement primaire, passons au protocole égalitaire. La nature est mutique, et on évite de lui poser des questions. Il reste que pour notre espèce, le mécanisme des comportements primaires va poser de sérieux problèmes. Ici, amusons-nous et imaginons deux députés du Parlement européen, un Anglais et un Français. Le député français détient dans sa main une banane. La puissance de prédation qui aliène notre espèce veut que le député anglais, en imaginant qu'il soit missionné par la reine d'Angleterre pour rapporter cette banane avant la fin du Brexit, vise, prenne et possède cette banane qui finira en banana split dans l'assiette du prince Charles. Toutefois, il est fort probable que le député français oppose une ferme résistance, car cette banane doit finir en banane flambée dans l'assiette du ministre des Confinements. Par conséquent, un rapport de force va avoir lieu, et ce peut être jusqu'au conflit. C'est bien entendu toute l'histoire de l'humanité qui défile d'un trait sous nos yeux et sous la forme de pillage, de vol, de meurtre, de guerre, de génocide, de conquête, de vente d'armes, de stratégie militaire, de défense nationale, etc., etc. Bref, ce que nous imposons à la nature, il nous arrive de le faire également avec nos semblables.
Viser, sélectionner, appréhender. Prendre, capturer, saisir, assimiler, accumuler, posséder, puis dominer, exploiter, soumettre et opprimer. Ici, j'aimerais citer deux autrices et deux textes. L'un concerne la naissance de la guerre avec Par les armes de Anne Lowerf. L'autre se réfère à un article très pertinent sur l'idéologie d'Audrey Benoît se trouvant dans l'ouvrage intitulé Retour vers la nature, questions féministes. Après ces petites références, poursuivons. Notre espèce a trouvé un moyen de détourner nos comportements primaires, ce afin d'éviter les conflits entre des individus souverains qui possèdent des régimes de bananes et qui sont prêts à en découdre, bien entendu, si l'on remet en cause leur souveraineté sur la possession de leurs bananes. Nous allons nous appuyer sur Marcel Mauss, grand ethnologue et anthropologue du début du XXe siècle. Marcel Mauss décrit un phénomène que nous pratiquons tous les jours. Et ce phénomène n'est autre que celui du potlatch. Le potlatch concerne plus particulièrement un échange protocolaire entre deux tribus, et notamment entre deux chefs de tribu. L'objet consiste à faire don d'un certain nombre de biens dont peuvent faire partie par ailleurs des femmes. Alors ceux en regard, c'est une petite référence comme ça, alors ceux en regard de la théorie de l'alliance de Claude Lévi-Strauss. Le premier chef de tribu, avec un premier don, affirme sa souveraineté. Et ce, pour éviter évidemment d'entrer en conflit ou éventuellement d'aller prendre directement les autres biens de l'autre tribu. Suite à ce premier don, l'autre chef de tribu se met clairement en position d'allégeance. Toutefois, le protocole égalitaire invite le second chef à faire un contre-don, et ce, en ajoutant, et c'est important, un supplément. Donc le contre-don est quantitativement, voire symboliquement, supérieur au premier don. De ce point de vue, le second chef affirme à son tour sa souveraineté, et l'autre, en acceptant le contre-don, fait à son tour allégeance. De ce point de vue, l'échange est égalitaire. Chacun échange ses bananes à split ou ses bananes flambées tout en restant, au sein d'une lutte de prestige, souverains et maîtres de leur territoire. Par conséquent, notre espèce a trouvé le moyen, un moyen du moins, de tempérer les rapports de force qui, au gré des tensions, peuvent déboucher sur des conflits. Et ce moyen, c'est le potlatch qui lui-même fonctionne en trois temps. Donner, recevoir, rendre. Et notre espèce ne cesse de mettre en pratique le potlatch, ne serait-ce que dans un simple salut. Lorsqu'on dit bonjour, on adresse une demande à une autre personne. Et cette personne qui reçoit ce bonjour renvoie l'appareil. Même de manière la plus minimale, nous adoptons un protocole égalitaire afin de réciproquement reconnaître la souveraineté tout en faisant allégeance. Alors évidemment, le protocole égalitaire fait sens au cœur des relations humaines. Pour le reste de notre environnement, on adopte le comportement primaire. Et nos contemporains se moquent comme de l'an 40 de l'éventuelle souveraineté d'un fleuve, d'une forêt, d'un animal, d'une plante, etc., etc. Alors après le comportement primaire et le protocole égalitaire, observons maintenant la domination économique. Dans ce cadre, la nature va revenir au galop. Le protocole égalitaire va être perverti par le comportement primaire. Car à un moment donné, et au sein de l'échange protocolaire, une des deux parties en présence va proposer des biens d'une autre nature, et ce, sous la forme d'une valeur. Et là entre en scène l'or, l'argent, la monnaie, voire, et dans une certaine mesure, les produits rares comme les épices, les essences, les huiles, etc., etc. Ici, on assiste clairement à un tour de magie, auquel tout le monde, par ailleurs, croit encore. Donc, il existe en premier lieu des échanges directs, propres finalement au troc. Par exemple, entre quelques grammes de poivre contre quelques kilos de blé. Puis, il va y avoir l'introduction d'une médiation, et notamment une création qui est celle de la monnaie, qui permet des échanges sur la base d'une valeur numéraire. Et ce par le nombre et la valeur d'une pièce de métal. Alors pièce de métal en cuivre, en argent ou en or. La valeur de la monnaie est déterminée sur un territoire donné.
la monnaie va à la fois faciliter et conditionner les échanges. Toujours dans l'idée, par ailleurs, qu'ils sont égaux ou égalitaires. Par exemple, l'argent récupéré pour 1 kilo de blé permet tout simplement d'acheter quelques grammes de poivre. Il reste que la médiation passant par la monnaie va pervertir les échanges. Car le prix de quelques grammes de poivre, selon l'offre et la demande, va baisser ou augmenter. Alors ici, le système économique conçu et mis en pratique par des personnes, ce dans le cadre d'un échange contractuel, définit à un moment ou un autre la valeur en cuivre, en argent ou en or des marchandises ou de la force de travail. Et là, la ruse de la raison apparaît dans toute sa splendeur. Prenons un exemple en nous appuyant sur le potelage et en prenant l'angle finalement du protocole égalitaire. Un employé va faire don de sa force de travail à un employeur. L'employeur va à son tour recevoir cette force de travail qui va lui permettre de fabriquer des marchandises. En contrepartie, l'employeur, et ce au même titre qu'un contre-don, va fournir un salaire à l'employé. L'employé pense que son don force de travail a une valeur de 100 € par mois. Et dans le cadre du protocole égalitaire, la logique voudrait que le patron lui fournisse en retour 100 € plus 10 €, le supplément qui permet que chacun soit souverain et dans le même temps fasse allégeance. Toutefois, la réalité est que l'employeur va exploiter la force de travail de l'ouvrier en sachant que sa force de travail va générer 500 €. Ce étant aujourd'hui répartis, bien entendu, dans les matières premières, le conditionnement des marchandises, les cotisations sociales et non les charges patronales, etc., etc. Et la puissance de prédation passant par les biais de la domination économique veut que l'employeur soudoie la force de travail. Car au final, la plus-value, les bénéfices ou les dividendes, qui devraient participer du supplément au sein de l'échange protocolaire, disparaissent dans les poches de l'employeur et des actionnaires. Par-dessus le marché, selon les conjectures économiques et la fluctuation des échanges, le don force de travail de l'employé ou de l'ouvrier va être évalué au juste prix. Et par ailleurs rarement surévalué et le plus souvent sous-évalué. Ce système va également conditionner notre rapport aux marchandises. L'idée étant de surévaluer le prix coûtant d'une marchandise en lui ajoutant un supplément symbolique. Une valeur qui n'est qu'une illusion, un fantasme, un fétiche se rapportant, pour reprendre l'exemple de la banane, à une banane contenant l'esprit de la reine d'Angleterre. Et on appelle ça l'image de marque. L'image de marque permet l'accès à un capital culturel qui comble le système de récompense, qui caresse l'orgueil, qui renforce l'amour-propre, qui donne un sentiment de gloire, qui fabrique de toutes pièces la notoriété, la réputation, et incarne par essence le prestige. Le tout de manière, bien entendu, très esthétique. Le comportement primaire dont la finalité est de soumettre, exploiter, opprimer, posséder et dominer s'affirme pleinement désormais par des biais détournés. Ici, on peut continuer à s'amuser à construire un petit schéma en 3 temps, avec l'argent d'un côté, l'image de marque de l'autre, et enfin les marchandises, force de travail. On peut aussi l'entendre d'une autre façon, avec la médiation, le dominant et le dominé. Sachant, comme nous l'avons vu, qu'il y a toujours une circulation, et que les dominés ont leur quart d'heure de gloire dans la sphère des dominants, comme les dominants peuvent chuter de leur piédestal, bien qu'ils soient remplacés dans la seconde, puisque lorsqu'un dominant s'écrase sur le sol de l'indifférence, c'est souvent suite à des luttes de prestige, donc le rival prend automatiquement la place. Comme dirait l'autre, la nature a horreur du vide. Enfin, un dernier point concernant les luttes féministes. Pour notre espèce, les conditions d'existence sont, qu'on le veuille ou non, psychiques, intellectuelles et idéologiques. Les hommes ont dominé unilatéralement les femmes jusqu'à Beauvoir. Alors pourquoi Beauvoir ? Pourquoi citer Beauvoir, malgré toutes les militantes précédentes ? Eh bien parce que Beauvoir va jusqu'au bout et expose ce que j'appelle l'étendue des dominations, ou si vous voulez la domination masculine dans toute son étendue. À partir de ce geste fondateur et inaugural, les femmes informées, éduquées et cultivées en regard de leurs conditions d'existence peuvent devenir tout autant que les hommes
dominante ou dominant. Ici, il faut bien comprendre que la domination, par exemple physique des hommes, est le moyen d'imposer une idéologie. À partir de Beauvoir, pour le redire, l'idéologie des dominants, exposée aux yeux de tous, devient forcément partageable. Certes, les figures esthétiques du mâle blanc dominant, passant par l'uniforme masculin, les comportements masculins, l'éducation martiale relative à la blessure plutôt que l'éducation maternelle relative aux soins, il est clair que ces figures perdurent encore aujourd'hui. Donc on laisse les mots paternaliste, viril, etc. qualifier des figures masculines, alors que certaines femmes, et de plus en plus, ont tout à fait intégré psychiquement, intellectuellement et idéologiquement la position du maître. Pour le dire de manière définitive, le désir de dominer n'a pas de sexe ni de genre. En revanche, le droit de dominer est encore conjugué au masculin, d'où l'importance des lois pour les femmes. Cependant, les lois concernant les conditions d'émancipation des femmes, qui cyniquement sont inscrites noir sur blanc dans la constitution de la majorité des pays, ne cessent finalement d'être transgressées, ignorées et défigurées. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la norme et la règle ne sont toujours pas psychiquement, intellectuellement et idéologiquement traversées par une prise de conscience ou par la prise de conscience de l'étendue des dominations, et ce, autant chez les femmes que chez les hommes. Bref, la Bible, pour le dire ainsi, ou la base, c'est le deuxième sexe de Beauvoir, tome 1 et tome 2, et je dis tome 1 et tome 2 car ne pas lire le tome 2, c'est aussi ignorer que Simone de Beauvoir esquisse le féminisme intersectionnel dès 1949 par exemple. En conclusion, et dans le cadre de la pandémie, l'avenir radieux sera certainement de remettre au goût du jour un protocole égalitaire dans le cadre d'une économie réelle. Mais ceci pas seulement pour nos semblables, pas seulement pour l'espèce humaine. Il nous faut désormais embrasser toute la nature et faire en sorte qu'elle ait aussi des droits afin que notre espèce, dévorante et aveugle, soit contrainte par des lois, des normes et des règles, stoppant la destruction massive du vivant sous toutes ses formes. Moralité, la question est de prendre conscience que nous sommes complètement et définitivement aliénés par les pulsions sexuelles et morbides, d'une part, et d'autre part, que le langage lui-même est le subordonné de la puissance de prédation. Ce langage qui finalement obéit au discours du maître, qui lui-même est motivé, stimulé, mais aussi justifié et légitimé par la puissance de prédation qui ne cesse de vouloir la souveraineté comme de vouloir dominer, et ce, autant dans un cadre public que domestique.